Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Ampoule. Aujourd'hui, je reçois Laurence Petit. Bonjour Laurence. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous partager votre parcours, Laurence ? Alors, je m'appelle Laurence Petit, j'ai 39 ans et je travaille depuis un peu plus d'1 an comme conseillère technique au cabinet de l'administrateur général du CEA. Et donc, je suis plus particulièrement en charge des dossiers sur l'innovation. Pour mon parcours, je suis chimiste de formation et j'ai fait une thèse en fait avec une spécialité en chimie théorique. Donc la chimie théorique, pour vous expliquer un petit peu ce que c'est des bases de mécanique quantique que l'on applique à des problématiques de chimie. J'aimais bien toucher un peu à toutes les disciplines en fait, et la chimie théorique permet de faire ça, c'est-à-dire que les outils, les bases théoriques que l'on utilise, on peut les appliquer à plein de cas en chimie, que ce soit de la chimie organique, des applications en santé. J'ai fait des applications pour la thérapie génique, par exemple, ou des applications sur la compréhension de matériaux. Donc, c'est très vaste et c'est ça que j'aimais beaucoup. Suite à mon doctorat, j'ai commencé assez naturellement mon parcours professionnel en R&D. Et en fait, assez rapidement, un peu par opportunité, en fait, je suis passée en gestion de projet. En fait, à l'époque, l'entreprise dans laquelle je travaillais, qui était l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, donc l'ANDRA, qui est un établissement public français, eh bien, en fait, a reçu une dotation dans le cadre de la première vague des investissements d'avenir pour développer des projets de R&D innovants sur la gestion des déchets radioactifs. Donc, c'était une activité totalement nouvelle pour l'entreprise, notamment qui faisait appel à des compétences que l'entreprise n'avait pas forcément. Et donc, voilà, j'ai eu la chance qu'on me confie la gestion de ce programme-là pour l'ANDRA. Et c'est comme ça que je suis passée à la gestion de projet et passée aussi petit à petit au management de l'innovation et ensuite un peu aussi au management des connaissances. Et selon vous, quelle est la différence entre le management de projet classique et le management de projet innovant ? Je ne sais pas si j'opposerais peut-être pas les deux. En fait, je dirais qu'on peut combiner en fait les deux approches. D'ailleurs, je pense qu'en gestion de projets classiques, de plus en plus, on commence à avoir recours à des méthodologies, notamment des approches agiles, etc., qui peuvent se rapprocher un peu du mode itératif que l'on peut avoir en management de l'innovation. Voilà, je dirais que peut-être la différence que je ferai entre les deux, c'est justement un petit peu dans ce process un peu itératif et ces erreurs, entre guillemets, qu'on peut avoir pour le management de l'innovation. Et je dirais que voilà, dans des projets classiques, on n'applique pas forcément, même si je pense que ça se fait de plus en plus. Et selon vous, l'innovation, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est une question qui me fait sourire parce que on me pose souvent la question. Et je me rends compte souvent que les personnes qui me posent la question connaissent en fait parfaitement la définition. Alors pour faire simple, pas très original, je ferai la distinction entre, je dirais pour ce qui me concerne, entre recherche et innovation, puisque dans mes activités, c'est surtout ça qui se pose comme question. Je définirais l'innovation pour moi comme vraiment une réponse nouvelle à un besoin de la société. Il faut à la fois, je dirais vraiment, ce critère de nouveauté, de création de valeur. Alors, création de valeur pouvant avoir un sens économique ou non. Et la recherche, je dirais, pour moi, c'est vraiment la création de connaissances nouvelles, la compréhension du monde qui nous entoure, mais pas forcément avec, je dirais, cette finalité de création de valeur derrière. Donc, c'est un petit peu la distinction que je ferai entre les deux. En tout cas, c'est plus cette distinction-là entre recherche et innovation qui va se poser dans le cadre des activités que je peux avoir. Oui, vous êtes dans un domaine, le CEA qui est très orienté recherche. Est-ce que la compréhension de la création de valeur par l'innovation est quelque chose de nouveau au CEA ? Comment est-ce que c'est appréhendé ? Je connais pas le CEA depuis très longtemps. C'est ce que je vous disais, hein, ça fait un peu plus d'1 an que je suis arrivée. Au contraire, je dirais ce qui est assez impressionnant au CEA, comme je ne connaissais pas forcément très bien la culture de la maison avant, je dirais, c'est au contraire je dirais ce lien à l'innovation qui est très fort et qui est historique. C'est ce qui m'a particulièrement marqué. Je pense que c'est pas forcément quelque chose qui existe dans tous les organismes de recherche. Et c'est vrai que ce lien à l'innovation est très fort au CEA.
L'exemple souvent moi, qui me marque, c'est typiquement de voir que ça fait depuis les années 70 que le CEA crée des startups et sème en fait à partir d'idées de ces chercheurs et que le CEA a su aussi typiquement mettre en place des dispositifs de financement, des fonds d'investissement pour soutenir le développement de ces projets de start-up. Et ça, je trouve que c'est quand même assez singulier dans le paysage des organismes de recherche, même s'il y en a d'autres qui le font et de plus en plus d'ailleurs. Et effectivement, au CEA, il y a, je pense, quand même cette prise de conscience vraiment cette notion de création de valeur dans l'innovation. Même si c'est toujours, il y a quand même une culture qui est, je dirais, plus classique dans les organismes de recherche, qui est quand même assez techno-push, c'est-à-dire qu'on va quand même pousser beaucoup les technologies, on va aller rechercher, bien entendu, la performance. Et voilà, ce lien à l'usage, au marché, n'est pas toujours évident à faire. Ce qui est assez intéressant, c'est que, donc justement, depuis les années 70, le CEA est dans cette démarche d'innovation. Depuis les années 70, je pense que le personnel a pas mal changé au CEA, les hommes changent, mais la culture reste. Selon vous, comment est-ce que le CEA est arrivé à maintenir, à développer cette culture d'innovation? Je dirais la culture d'innovation au CEA, elle est comment dire? Je dirais qu'elle est assez hétérogène. Suivant le CEA, c'est 20 000 collaborateurs à peu près, c'est 4 sites civils, 5 sites militaires, et donc voilà, suivant les directions et les unités du CEA que vous adressez, vous n'allez quand même pas avoir une culture d'innovation qui est homogène. Il y a clairement, je dirais, sur certaines unités du CEA, notamment sur le site de Grenoble, je dirais une culture d'innovation qui peut être plus forte qu'à d'autres endroits du CEA. Et surtout, je dirais que la grande force au niveau de Grenoble, c'est le fait d'avoir su au fil des années développer tout un écosystème d'innovation autour du CEA ou intégrer le CEA en tout cas dans un écosystème d'innovation qui en plus se voit vraiment véritablement aujourd'hui quand on va sur le site de Grenoble, qui est vraiment intégré, je dirais, dans la ville et intégré vraiment avec le tissu des acteurs locaux. Merci beaucoup, Laurence. Maintenant, si l'on parle d'un autre sujet qui est celui du développement durable, est-ce que cette thématique est entrée dans vos activités? Alors, je dirais pas que véritablement que le développement durable fait partie de mes activités. J'y ai été sensibilisée par mes activités. Ce que je vous disais, j'ai été amenée à travailler typiquement sur de la R&D innovante, sur la gestion des déchets radioactifs et notamment sur des projets, des très beaux projets, notamment sur des sujets de recyclage, de réutilisation de matières issues de déchets radioactifs. Mais je dirais que j'ai pas une sensibilisation, j'ai pas eu à travailler plus que ça en lien avec le développement durable. En revanche, puisqu'on parle d'innovation, il y a une notion sur laquelle je commence de plus en plus à me pencher, grâce à certains de mes collègues d'ailleurs au CEA qui essayent de pousser, de faire émerger de plus en plus ce sujet-là. Au CEA, c'est celui de l'éco-innovation, avec l'idée vraiment de ne plus penser un peu ce qu'on disait déjà avant, performance technologique mais usage, et penser également impact, ce qui est je dirais le principe même déjà d'une démarche d'innovation. Et donc, dans le cas de l'éco-innovation, c'est vraiment d'essayer d'initier la réflexion sur des projets de recherche par l'impact environnemental, social, sociétal de ce que l'on va développer. Alors, la mise en œuvre peut forcément être assez complexe, parce qu'on se rend vite compte qu'avec cette approche-là, si on optimise un bout d'un procédé, par exemple, eh bien, ça peut devenir, par contre, plus polluant ou plus problématique à un autre endroit de la chaîne. Donc, ça veut dire que quand on pratique cette approche un peu d'éco-innovation, il faut innover avec une vision un peu systémique, innover avec l'ensemble des acteurs du système, je dirais un peu innover en réseau, puisque ça oblige à ne pas réfléchir uniquement de manière séquentielle, mais vraiment avec l'ensemble des acteurs du domaine. Laurence, quels ont été les échecs les plus marquants que vous avez rencontrés et les plus formateurs? Je dirais globalement que j'ai eu la chance dans mon parcours, et ce qui a été très formateur, c'est souvent d'avoir été sur des postes nouveaux, c'est-à-dire qu'en fait j'ai souvent eu à partir de la feuille blanche, c'est-à-dire que typiquement sur
quand j'ai démarré sur les projets autour des investissements d'avenir, il n'y avait rien avant, en tout cas sur ce sujet-là, dans l'entreprise dans laquelle je travaillais. Et j'ai eu alors d'abord la chance d'avoir, je dirais, des managers qui m'ont fait confiance sur ces sujets-là et qui m'ont donné aussi un peu carte blanche pour développer ces thématiques. Et je dirais que l'intérêt aussi de partir de la feuille blanche, c'est ça, vous essuyez les plâtres, donc souvent des échecs, vous en rencontrez pas mal. Mais par contre, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça vous force à inventer, ça vous force à être créatif, ça vous force aussi à prendre une très bonne habitude qui est d'aller voir ailleurs, d'aller un peu aussi copier chez les autres pour vous inspirer. Et ça, je dirais que c'est plein de bonnes pratiques également en matière d'innovation. Et puis, c'est vrai que ça m'a laissé aussi beaucoup de liberté pour tester des nouvelles choses. Donc, je dirais que ça, c'est vraiment ce fait d'avoir été sur des postes un petit peu nouveaux, où on partait de zéro, qui a été assez formateur. Est-ce que vous vous voyez comme une intrapreneuse? Pas vraiment. Je dirais que c'est vrai qu'on m'a souvent posé la question de savoir si j'aimerais me lancer dans la création d'entreprise, par exemple, ou des choses comme ça. Pas véritablement. Alors, c'est vrai qu'intrapreneuse, du coup, est peut-être le bon terme. Je ne me verrais pas me lancer dans la création de mon entreprise. Mais par contre, le fait d'essayer des nouvelles choses dans le cadre de l'organisme dans lequel je travaille, oui, c'est quelque chose, effectivement, je trouve qui est très agréable. Vous avez un peu le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire vous pouvez tenter des nouvelles choses et vous avez le cadre un peu rassurant de votre entreprise. Et est-ce que la difficulté de l'intrapreneur, c'est pas d'aller comprendre des tendances qui viennent de l'extérieur et d'être capable de les traduire dans le langage de l'organisation qui nous accueille? Si oui, sans doute. Enfin, j'ai pas. Enfin, quand je dis, enfin, typiquement dans mon parcours, que ça m'a forcé à être créative, à aller voir ce qui se faisait ailleurs. Je pense que c'est ça globalement. Enfin, c'est même dans l'innovation, on démarre souvent en copiant ou à partir d'une idée dont qui a émergé parce qu'on s'est inspiré de ce qui se faisait par ailleurs ou de ce qu'on a pu voir qui nous a donné une autre idée. De fil en aiguille, on en arrive à faire, voilà, à adapter des choses qu'on a vues ailleurs au contexte dans lequel on travaille, à la problématique que l'on rencontre. Donc oui, ça en tout cas, c'est quelque chose que moi, j'utilise beaucoup dans la manière dont je travaille. Je pars beaucoup, j'essaye souvent quand j'ai quelque chose, typiquement quand je pars de la feuille blanche, aussi parce que ça, je pense, un effet un peu rassurant, mais je vais beaucoup voir ce que peuvent faire certains collègues, ce que peuvent faire d'autres organismes sur le sujet, et je m'en inspire pour essayer ensuite de l'adapter à la problématique que je dois traiter. Et quels sont les succès dont vous êtes le plus fier? Je dirais que globalement, quelque chose que j'ai appris, enfin un lien avec cette question, quelque chose vraiment que j'ai appris au fur et à mesure, c'est ce que j'appelle un peu cultiver ma naïveté, entre guillemets. C'est-à-dire éviter de se poser trop de questions avant de se lancer et juste, je dirais, accepter d'être suffisamment souple pour être capable de s'adapter au fur et à mesure parce que ça ne se déroule jamais comme on l'avait prévu et d'être aussi, je dirais, suffisamment humble pour savoir aussi écouter les conseils des uns et des autres, écouter les remarques parfois qui peuvent pas être très plaisantes à entendre quand quelqu'un vous alerte sur ce que vous faites pour vous dire que ce que vous êtes en train de faire, vous allez dans le mur. C'est pas facile à entendre, mais par contre, quand on est capable, je dirais, de l'accepter, ça fait vraiment progresser. Et je dirais que c'est un peu comme quand vous interviewez un créateur d'entreprise, pour revenir à cette notion un peu d'intrapreneuriat, qu'il vous dit que s'il avait su un petit peu à quoi s'attendre, il ne se serait jamais lancé. Je dirais c'est un constat que je peux souvent m'appliquer. Il y a beaucoup de choses, je pense, quand je regarde en arrière, typiquement ce que j'ai pu faire quand je travaillais en gestion de projet, où on a monté de toutes pièces certains programmes, ou même sur le management de l'innovation, où il a fallu vraiment inventer certains dispositifs. C'est vrai que quand vous démarrez, que vous partez de la feuille blanche et que vous vous retournez, je dirais, 2 ans plus tard et que vous voyez
le chemin parcouru, c'est jamais aussi bien que ce que vous espériez. Vous voyez bien entendu toutes les erreurs que vous avez pu commettre, mais vous dites que finalement, en étant parti de zéro, c'est pas si mal. Et c'est vrai que ça, c'est, je dirais, typiquement ce que j'ai pu faire sur les investissements d'avenir quand j'ai travaillé sur ce sujet-là. Je suis assez contente. Aussi parce que ça m'a donné l'occasion, je pense, de soutenir certains projets qui, pour le coup, étaient vraiment innovants. Je pense pour quelques-uns, pas tous. On n'essaie jamais aussi bien que ce qu'on souhaite, mais c'est vrai que sur certains projets, je me dis que si ce programme-là n'avait pas existé, il y a certains projets, notamment certains projets sur du recyclage, par exemple, de déchets qui auraient peut-être pas émergé. Et c'est vrai que ça fait plaisir de voir qu'on a pu contribuer à ça. Comment est-ce que vous décririez votre métier en 2031? Je dirais que mon métier en 2031, ce serait un petit peu... J'aurais du mal à répondre à la question parce que je crois que, comme beaucoup de personnes, et c'est comme ça un peu aussi que je suis arrivée sur le management de l'innovation, où vous allez un peu au gré des opportunités. Je ne m'étais pas du tout prédestinée à travailler sur le sujet de l'innovation. En fait, initialement, j'étais plutôt formée à la recherche et voilà, mon objectif, c'était de travailler dans la recherche. Et puis, de fil en aiguille, je me suis retrouvée à faire de la gestion de projets de recherche, donc à me former à la gestion de projets. Et puis, ces projets de recherche ayant une composante sur l'innovation, bien, voilà, me former aussi progressivement au management de l'innovation. Donc, je dirais en 2031, très probablement, si ça se trouve, quelque chose qui n'a rien à voir avec l'innovation ni avec la recherche, je ne sais pas. En tout cas, s'il y a une composante que j'aimerais conserver, en tout cas dans mon travail, c'est le management humain, notamment, parce que je crois que c'est quelque chose en tout cas, c'est ça qui me motive, c'est ça qui me donne envie aussi, des fois, de me lever le matin et d'aller au travail. Le fait de pouvoir, je dirais, vraiment accompagner des personnes dans leur travail, les aider à progresser, les aider aussi à évoluer, à trouver de nouvelles voies dans leur carrière professionnelle. Et puis vraiment cette notion je dirais, de travail d'équipe, de collectif. Ça, c'est vraiment des choses qui m'animent. En tout cas, ce que je suis sûre, c'est que quand je ne les ai pas, je ne suis pas heureuse dans mon travail. Donc voilà, en 2031, ce que je garderai, ce qu'il y aurait dans mon travail, je pense, c'est vraiment cette composante de management. Qu'est-ce que la pandémie actuelle a changé dans le management? Je pense que, je pense que chacun l'a vécu peut l'avoir vécu assez différemment. Je pense que ça a permis, ça peut à la fois avoir permis je dirais, pour certaines, pour certaines personnes de se rapprocher, d'être plus proches de leurs équipes, de plus les suivre, même si, entre guillemets, on est plus loin, le fait de pouvoir rencontrer des difficultés au quotidien, des difficultés aussi parce qu'on voit plus ses collègues tous les jours, je pense que ça a pu à la fois renforcer certaines équipes et pour d'autres, au contraire, les pénaliser beaucoup plus. Je dirais que ça dépend un petit peu de la manière dont fonctionnait l'équipe et de la manière dont le manager également a souhaité gérer cette période-là. En tout cas, pour ma part, pour ce que j'ai pu voir autour de moi, j'ai vu des très belles, en tout cas des très belles initiatives en termes de management, des managers qui prenaient vraiment des nouvelles de leur équipe très régulièrement, voire quotidiennement, qui appelaient pour voir si le moral allait bien, etc. Et je trouve que quand ça se passe comme ça, c'est plutôt chouette. Et ça, je trouve, c'est des belles histoires de management. Merci beaucoup, Laurence. Merci à vous. Au revoir et à bientôt pour un nouvel épisode de l'Ampoule.